Salut tout le monde et bienvenue sur le replay du Side Project Club du 4 novembre. Donc avant de vous lancer directement le replay, je voulais prendre une petite minute pour vous expliquer ce que c'était que cet événement pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis aussi vous présenter la nouvelle version du Side Project Club. Donc en gros, en fait, le Side Project Club, c'est un événement qui existe depuis quelques années à 42, qui est organisé par l'association 42 Entrepreneurs et qui a pour but de réunir tous les entrepreneurs de 42 pour que chacun puisse pitcher son idée, exposer ses problématiques et puis se faire aider par les autres. C'est comme un club d'entraide. Et donc, en gros, ça existe depuis 2-3 ans et là, on a décidé de changer un petit peu le format. Donc maintenant, on va imposer un thème par Side Project Club et puis on va inviter un intervenant qui sera spécialisé sur le thème pour qu'il puisse apporter un maximum de valeur à nos entrepreneurs. Le replay que vous allez regarder, c'est le replay du 4 novembre. C'est la première fois qu'on testait ce format. Et on avait pour thème l'acquisition. On avait invité Romain de Gross Tribe qui a fait des feedbacks, qui a donné des feedbacks super intéressants. Et donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec le replay. Il manque juste la fin, mais sinon, il y a quand même pas mal de contenu intéressant. Donc voilà, à bientôt. Salut. Qui s'appelle Reply. Alors, non, Reply, c'est un nom temporaire. Mais l'idée, c'est un truc assez app consumer, c'est-à-dire qu'on va faire de la monétisation de conversations pour des personnalités, que ce soit n'importe qui en fait, hein. Ça peut être toi, moi, Oussama, qui tu veux. Et l'idée est assez simple, c'est que tu vas avoir une application style un mélange entre LinkedIn, WhatsApp, Instagram, et tu vas pouvoir payer pour engager des discussions ou poser des questions ou demander une photo, une vidéo avec une personne. D'accord? Donc l'idée va être relativement simple, c'est que tu vas retrouver, je ne sais pas moi, Mbappé sur l'application, tu as envie de lui poser une question, tu vas engager une conversation avec lui, lui il met un tarif, par exemple 10 balles, 20 balles, 50 balles, toi tu vas payer, et ensuite lui il va te répondre, il y a un système de notation, de plein de choses, je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Et l'idée en termes d'acquisition, par contre, c'est que nous, en interne, on a beaucoup de réseaux avec des grosses agences de marketing. On a par exemple tous les patrons de Webedia qu'on connaît bien, enfin pas moi personnellement, mais des gars avec qui je bosse ont beaucoup de réseaux en fait dans toutes les agences de web marketing, tous les trucs de télé-réalité, des patrons dans les youtubeurs, etc. Mais en termes d'acquisition de clients, on n'a pas encore réfléchi à comment on allait ramener beaucoup plus de monde en fait. Outre le fait de faire de la com, est-ce qu'il y a par exemple des systèmes de parrainage, des systèmes de crédit d'entrée, des promotions sur lesquels on pourrait par exemple penser sur une app consumer? Là aujourd'hui, on est déjà en train de regarder avec les États-Unis pour justement essayer de grossir assez rapidement à l'international, mais voilà, on en est au début, hein, donc n'hésitez pas. Juste moi pour comprendre le business, c'est une marketplace en fait. Euh, je ne le verrai pas comme une marketplace, je le verrai comme un réseau social. Ça va être du OnlyFans, mais beaucoup plus privé. OnlyFans, tu vois, les gens vont s'abonner à un contenu, par exemple au contenu de je sais pas qui, de Kim Kardashian, Cardi B. Là, ça va être vraiment, tu vas envoyer un message personnel à Cardi B et Cardi B en personne va prendre le temps de te répondre. Donc, c'est plus un réseau social. Et juste, du coup, le business model, c'est vous, du coup, enfin, vous récupérez une commission Comme. de, je sais Ouais, pas, ouais, alors, comme. de 20% sur les. Exact, exactement. On fait comme OnlyFans au niveau du business model, enfin, au niveau de la gestion, c'est qu'on prend une com sur chaque transaction passée. Comme les transactions sont en one shot, on prend un pourcentage et voilà. Ok. Et donc, du coup, vous allez forcément avoir du coup deux problématiques d'acquisition. Un, l'acquisition des utilisateurs, donc qui va pas forcément être le plus compliqué. Mais après, ce qui va plus être l'acquisition au niveau des stars, ça va être aussi de trouver des moyens de les toucher. C'est peut-être ça qui va être le plus compliqué pour toi, enfin, pour vous, pour le début. Ouais, exact. C'est pour ça qu'en fait, on a déjà. Je me suis associé avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup de réseaux justement à ce niveau-là. Donc, eux, ils vont déjà pouvoir ramener pas mal de monde, pas mal de stars. Et l'idée, c'est de faire un effet de levier pour dire, bon, on a ces gens-là, ben, venez vu que c'est cool et qu'il y a déjà du monde. Ok. Bah, Maintenant, comment on fait ça, quoi? si tu veux, j'ai quelques petites idées. Après, s'il y en a d'autres qui ont des retours, hein. Mais éventuellement, si tu cherches déjà tout ce qui est niveau artiste, va éventuellement taper directement dans les labels. Tu passes par les labels et du coup, tu auras beaucoup plus d'artistes qui vont pouvoir en découler. Et donc, en fait, tu vas prendre beaucoup, beaucoup moins de temps. Avant même, éventuellement, de lancer ton produit, essayer de faire des petits questionnaires juste pour sonder un petit peu soit l'opinion publique ou même les artistes en eux-mêmes. Est-ce que ça t'intéresserait? Oui, non. Tiens, teste notre démo.
Et comme ça, à la fin d'un Typeform, tu les rediriges directement vers ta version bêta, etc. Ils peuvent au moins s'inscrire, voir un peu à quoi ça ressemble. Ils entendent déjà parler du truc et en plus, ils te donnent du feedback qualitatif. Donc ça, c'est Ouais. hyper intéressant pour toi. Et après, tu peux aussi envisager, justement, tu parlais un peu de viralité, histoire de rendre ça assez rapidement viral. Après, ça peut coûter cher de faire des campagnes de com qui coûtent, sur du Facebook Ads, etc. Ça va coûter un peu cher. Alors que si jamais tu arrives à créer de la viralité directement dans ton produit, justement, ça va être beaucoup plus facile pour toucher un maximum de monde à moindre coût. Ouais. Ben, je vois l'idée, c'est à peu près ce qu'on comptait faire, hein, c'est pas toucher les célébrités une par une, mais toucher du coup les agences. Notamment, ben, je te disais l'exemple de Webedia, on connaît bien les patrons de Webedia qui, eux, ont beaucoup de YouTubeurs, par exemple, dans leur réseau. Donc, ouais, ça c'était un truc qu'on comptait faire quand même assez rapidement, c'est direct de toucher ces agences-là. Ok. Moi, j'ai une question. Ouais. Vis-à-vis des stars, comment elles reçoivent le produit et est-ce qu'elles ont intérêt à le promouvoir elles-mêmes? Parce que C'est une très très bonne question. En fait, l'idée c'est que c'est une application à la base, donc elles vont le recevoir sous forme d'application. Enfin, c'était bien ça que tu voulais dire, comment elles reçoivent le produit. quand je disais comment Comment on elles le reçoivent le présente. produit, c'est en termes d'image. Tu vois, Ouais, comment on le présente. je Ben, suis ça proche de ma encore. communauté Instagram. Ouais. Pardon. Ouais, je disais, je suis proche de ma communauté Instagram. Je communique avec mes followers par DM. Comment je fais en sorte de passer à quelque chose de monétaire sans m'attirer les foudres de ma communauté? Ouais, bien sûr. Ben, en fait, ça, c'est une question qui est très intéressante. Je ne suis pas sûr qu'on y ait encore réfléchi justement à ce levier, enfin à cette courbe d'apprentissage, entre guillemets, de comment ça va se passer là. Donc ça, c'est une très, très grosse question. On ne sait pas du tout comment ça se passe. Nous, on est un peu hypé aussi par la tendance, justement, OnlyFans et une autre qui s'appelle Cameo qui gère ça, qui ont un truc qui fonctionne, mais maintenant, ça reste du cul. Donc, ça a vachement dévié sur le cul. Donc, c'est quelque chose qui se monétise assez bien. Sur les conversations, aujourd'hui, nous, on va vite essayer de lancer le produit pour voir justement comment ça répond, quoi. Et voir comment on peut faire ça. On sait qu'il y a des personnes qui vont être intéressées, notamment des grands cadres ou des gens qui n'ont plus du tout, qui n'ont plus le temps de répondre. En fait, il y en a qui reçoivent 100, 200, 300 messages par jour et ils ne peuvent pas avoir le temps de répondre à ces gens-là. L'idée de faire ça, en tout cas pour eux, ce qui peut être intéressant, c'est justement de dire, bon, ben, si vous voulez me parler, du coup, venez là-dessus et moi, je prendrai le temps de vous répondre. Enfin, au niveau du business model, il est assez simple à ce niveau-là. Et en fait, le but derrière, ça va être de dire, bon, bah, OK, vous êtes venu sur l'application, OK, vous avez payé pour justement me poser une question, moi, je vais prendre le temps de vous répondre. Et en fait, tu te rends vite compte, en faisant des tests de chiffres, que finalement, tu vas avoir quelque chose qui est très, très, très rentable pour ces gens-là. Donc, en fait, pour les stars, c'est très intéressant de passer du temps sur l'application parce que ça rémunère énormément. Maintenant, pour les abonnés qui sont prêts à payer là-dessus, ça, c'est un peu… On va voir comment ça se passe, quoi. Et du coup, j'ai une petite question qui est un peu liée, puis ça a l'air de s'articuler beaucoup auprès des stars. Et tu vises des types de stars spécifiques pour commencer? Tu as une niche avec laquelle tu vas cibler, que ce soit des stars, tu parlais de grands cadres, etc., juste pour le comprendre. C'est quoi votre stratégie au début? Pas spécialement, en fait. On va viser tout le monde. En fait, on essaie quand même de faire quelque chose d'assez professionnel dans l'idée. On ne veut pas finir sur une dérive justement à OnlyFans, où eux, à la base, c'était exactement comme nous, c'est-à-dire que tu t'abonnais à du contenu, mais en fait, c'était n'importe quel type de contenu. Ça n'a jamais été du contenu pornographique ou un peu hot. Et en fait, c'est la tendance qui a fait que les gens ont bifurqué là-dessus, parce que c'est ce qui se monétisait le mieux. Nous, on va essayer justement de faire en sorte de rester professionnel à ce niveau-là. Donc, on va viser d'abord les influenceurs, justement, entrepreneurs, business, family, etc. Par exemple, on sait qu'on a des directeurs à The Family qui vont essayer justement de nous ramener style Oussama, Alice, par exemple, hein, mais plein d'autres. Et donc, on va essayer de vachement cibler d'abord les entrepreneurs, les business et également les influenceurs, parce que là, on a déjà du réseau dedans, donc on ne va pas se priver, quoi. Et du coup, le service, c'est juste une conversation parce qu'à un moment, tu as pris l'exemple de Bappé, mais là, du coup, c'est plus pro, quoi. C'est plus du conseil, limite Ouais. du micro-coaching assez rapidement, quoi. Exactement, exactement. Ou des questions sur la vie perso. Tu vois, en fait, on ne s'exclut pas le fait qu'on a envie d'être une plateforme aussi pour les influenceurs. C'est-à-dire que tu vas avoir, bon, ce sera plutôt sur une V2 ou une V1,
une fonctionnalité de faire des questions groupées. Par exemple, tu veux demander à Squeezie, nanani, nanana, ça c'est très privé, il faut qu'on paye cher pour justement avoir cette réponse-là. Mais tu vas avoir plusieurs internautes qui vont pouvoir se faire une cagnotte pour justement poser une question à ce mec-là. Mais en fait, non, en fait, on le veut professionnel pour dire, ça reste un peu LinkedIn, mais on a envie quand même de toucher un très large public, notamment surtout les influenceurs. Parce que là, il y a beaucoup justement c'est eux qui reçoivent le plus de messages, de manière générale. Moi, justement, ça soulève une deuxième question. Est-ce que de un, tu as prévu aussi d'aller éventuellement taper des personnes influentes, mais genre au moins dans le monde, vraiment dans le monde de l'entreprise, donc des personnalités qui sont influentes, qui sont un peu inaccessibles, bon, du genre Bill Gates. Bon, on va pas mettre Bill Gates sur l'application, mais dans le sens de grosses célébrités qui ont monté des boîtes à succès et qui vendent aussi du coaching, qui reçoivent des milliers de messages sur LinkedIn. Ouais, Si jamais pouvaient aussi justement se retrouver sur cette plateforme. Complètement. Et deuxième chose que je voulais voir, c'était, du coup, forcément, tu as évoqué des éventuels concurrents, du moins des gens qui auraient à peu près la même audience que toi. Est-ce que tu as pensé à essayer de trouver des moyens de leur voler du trafic avant même de chercher des sources d'acquisition? Parce que forcément, si vous avez la même audience, ils ont déjà mis des choses en place pour aller chercher du trafic. Donc, tu peux aller sur ce qu'ils ont déjà mis en place pour, de un, leur voler du trafic et faire en sorte qu'ils aient moins de clients, et deux, toi, avoir du trafic qualifié directement et facilement. Alors, aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus de nous, ça va être un truc qui s'appelle Cameo. Et en fait, Cameo, ça ne marche pas des masses chez eux. Enfin, ça ne marche pas des masses. Ils ont quand même beaucoup de monde, mais tu peux aller voir si jamais. Ils ont quand même pas mal de monde. Mais ça n'explose pas comme ça devrait exploser, en fait. Donc, on ne sait pas d'où vient le problème chez eux. C'est-à-dire, ça peut être de l'UX, ça peut être de l'UI. Peut-être que l'application, ils ne la mettent pas assez en avant. On ne sait pas trop comment ça marche. Et encore moins comment ils ont fait de l'acquisition. Et pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à comment on pourrait leur voler du trafic. Mais c'est vrai que c'est une bonne piste à aller explorer. Ouais. Je connais un mec qui a... Ça, on passe pour que tout le monde puisse parler. On va essayer de se limiter, les gars, à 10 minutes par projet, et puis après, on reviendra peut-être à la fin. Même si c'est hyper intéressant, mais comme ça, on peut voir tous les projets. Et puis, vas-y, dernière intervention, s'il te plaît, Alex. Vas-y. Ok, je disais, je connais un mec qui a fait un projet, je ne sais pas s'il est toujours dessus, qui s'appelle Ask Me Anything, qui a pour but de prendre un peu des influenceurs LinkedIn pour leur poser des questions. Et lui aussi, il avait des problèmes pour décoller. Genre, il arrivait à faire venir du monde, mais il avait Grégoire Gambato sur la grosse et d'autres gens que j'ai oubliés. Mais il avait deux problèmes. Le premier, c'était que son site, l'UX était vraiment éclaté. Donc, tu ne comprenais pas comment poser une question. Et après, il avait un deuxième problème qui était plus en termes de marché. C'est que, en fait, les gens commentaient souvent les posts de ces influenceurs LinkedIn. Mais dès que tu leur donnes une fenêtre pour poser des questions, ils n'osent plus trop poser des questions. Ok. Donc, voir comment tu... Juste pour conclure, ouais. je te réponds et on conclut là-dessus. Sur l'UX UI, justement, on a fait attention à ça et on a un mec on a un des designers de Conto, de Shine et de Comet. Enfin, le mec a designé un peu les 3 apps. Donc, on a un plutôt bon designer, justement, on essaie de le pousser à mort pour qu'il nous fasse un truc très chiadé à ce niveau-là. Et pour ce qui est du truc de marché, justement, ça, c'était une question qu'on a eue sur le dernier call qu'on a eu avec l'équipe. C'était de savoir si on mettait, par exemple, nous, on a des systèmes de rétention avec des stories, etc. C'était de savoir si on mettait des commentaires ou si on n'en mettait pas, enfin un espace commentaire ou non, sous les stories, sous le contenu de notre application, pour savoir si oui ou non, justement, ça cassait le truc de je m'engage à payer quelqu'un. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Paul, et merci beaucoup à tous ceux qui t'ont aidé. Merci à vous. Un peu de valeur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de son projet et de ses problématiques d'acquisition? Moi, je veux bien si c'est bon. Non, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Pablo, donc ouais, c'est ça. Okay. Mon vrai prénom, c'est Pablo. Je suis avec Alex, qui est le pull orange. Et justement, vous tombez à point puisque... Ah oui, voilà. Puisqu'on vient de lancer notre site et la fanpage pour le mois de novembre, quoi. Donc, en gros, avec Alex, la société s'appelle Imicare, on vient de la fonder et on cherche à accompagner les ostéos pour leur installation, le développement et la gestion de leur activité. Et avec Alex, en gros, on se connaît depuis 10 ans, on est amis depuis 10 ans, on a d'abord fait une école de commerce ensemble, on a chacun bossé de notre côté. Alex était dans les pays nordiques où il était super impressionné par le système de santé là-bas, sa simplicité.
Et en ce qui me concerne, j'ai été product owner chez Babylon Health. C'est une startup dans le domaine de la santé qui est un peu plus gros que Doctolib, même plus gros que Doctolib, qui faisait déjà des téléconsultations il y a 5 ans, beaucoup d'intelligence artificielle et tout. Donc, ce qui m'a incité à revenir un peu à 42 pour mieux comprendre les aspects techniques, quoi. Et donc, on réfléchissait beaucoup à des sujets dans le domaine de la santé. Ça nous intéressait pas mal. Et notamment autour de la thématique de comment t'aides le praticien de santé à passer plus de temps qualitatif avec le patient, quoi. On a l'impression que très souvent, il passe plus de temps avec son ordi qu'avec le patient. Et donc, on en discutait avec un autre pote qui est ostéo, Quentin, et qui nous a un peu mis sur cette niche pour commencer. Et donc, l'objectif à court terme, c'est d'aider les ostéos dans leur quotidien à minimiser les obligations qui ne correspondent pas à leur cœur de métier, à savoir traiter le patient. Et à plus long terme, avec tout ce qu'on va apprendre, c'est de répéter ça pour les autres professionnels de santé, quoi. On se focalise pas juste sur les ostéos. Et donc, on a parlé à pas mal d'ostéos, près de 100 en fait, pendant plus d'1 heure. C'est ce qui nous a pris pas mal de temps cet été. Et en fait, on se lance autour de 2 axes. Un axe qui est un logiciel de patientèle pour les aider à optimiser leur temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des logiciels médicaux, mais souvent, c'est l'horreur, quoi. C'est Windows 98, c'est des clicodromes et ils perdent beaucoup de temps à tel point qu'en fait, les ostéos, ils passent plus de temps sur des Word, des Excel. Ils préfèrent avoir un Word pour prendre des notes sur les patients, pour faire les factures, un Excel pour faire la compta, etc. Et donc voilà, logiciel patientèle, c'est le premier axe. Et le deuxième axe sur lequel on se lance un peu plus avec Alex pour venir sur le point acquisition aujourd'hui, c'est en fait un côté formation. En fait, les étudiants ostéo, ils dépensent près de 40 000 € pour leurs études. Ça dure 5 ans. Et il y en a énormément qui abandonnent parce qu'en fait, ils sont très bien formés à traiter le patient, mais pas du tout à devenir professionnels libéraux. Donc, choisir son statut juridique, développer sa patientèle, etc. Ils sont complètement en galère. Et c'est là où Alex, qui est là, fait des formations autour de comment choisir son statut juridique. Là, il y en a un sur développer sa patientèle. On a fait des webinars, des retours très bons qu'on a eus. Et là, on fait une sorte de plateforme de vidéo à la demande. Et voilà, donc là, on essaie de se lancer, d'essayer d'inciter les étudiants à venir. Et donc, on vient de lancer la page Facebook. Elle n'a pas grand-chose dessus. Et ça s'appelle Imicare. Je ne sais pas si je peux partager ça quelque part ou si je peux partager Alex. Mais donc, c'est ça. Et donc là, l'idée vraiment, ce qu'on a, c'est comment on fait pour le mois de novembre, essayer de pousser les gens à venir assister à des formations pour voir s'ils sont après, on peut les convertir vers du payant, quoi. Donc, les difficultés qu'on a, c'est sur Facebook, comment faire pour pas que ça devienne tout de suite trop spam. Et voilà, et comment faire pour lancer la machine, quoi. Alors, je pense qu'il y a… Enfin, excusez-moi, il y en a qui ont peut-être un avis à donner avant. Vas-y. Non, mais lance-toi, toutes les idées sont bonnes à prendre. De toute façon, on va tout tester, donc allez-y, là, lâchez-vous. Déjà, première chose, le reach organique sur Facebook, il est quand même assez faible. Donc, si tu as des gens qui suivent ta page, ça va quand même être assez compliqué de les contacter. Donc, déjà, à la limite, si tu utilises Facebook, essaye de faire des groupes. Si jamais tu arrives à le rendre actif et que la communauté est assez active dessus, ça pourra peut-être marcher. Mais c'est vrai que sinon, ça va être un peu compliqué. Peut-être essayer d'autres moyens de communication pour rester en contact avec eux, soit des boucles WhatsApp ou des trucs Telegram, enfin des choses qui sont peut-être plus directes si tu veux garder du lien. Et après, pour développer justement ton réseau justement d'étudiants en ostéopathie. Derrière, je pense qu'il doit y avoir pour le coup beaucoup de groupes Facebook qui doivent être liés à ça. Il y a des groupes Facebook pour tout et rien. Donc, je pense qu'il doit y avoir des groupes ostéo de France, étudiants ostéo de France ou des trucs comme ça. Donc, essaye de rentrer dedans. C'est une bonne idée. Pas se rappeler parce que on peut plus sur Facebook. Je veux juste réagir par rapport à tous ces groupes. C'est vrai qu'il y a pas mal de groupes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui sont fermés. Donc, bien sûr, on essaie de cibler des groupes où il n'y a que des étudiants ostéo, mais comme eux, ils se font aussi démarcher par plein d'acteurs, un peu comme nous. Ils sont fermés. Et du coup, c'est un peu, tu peux toujours leur envoyer des messages et essayer d'introduire, mais on a un très, très faible taux de réponse par rapport à ça. Ok, après, Alex, je te laisse parler. Juste, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller leur poser des questions sans forcément les solliciter pour leur dire hey, il y a un nouveau webinar, tenez, on a une formation, mais aller leur poser des questions justement sur leurs problèmes qu'ils ont à se former, est-ce qu'ils ont envie de se lancer, est-ce qu'ils n'ont pas envie, pourquoi, etc. Alors,
leur demander des choses. Et derrière, pareil, tu fais une pierre deux coups. Et à la fin, tu leur dis, bah voilà, nous, on te propose justement une petite formation. Et au moins, ce n'est pas directement proposé en mode, tiens, inscris-toi à mon contenu vidéo en ligne. Ça peut être une idée justement pour essayer de détourner le côté faire de l'acquisition sans faire de l'acquisition. Ouais, c'est un bon point. Moi, j'ai une question. Vos formations, elles sont gratuites ou payantes? Alors, pour Alors, l'instant, vas-y, pardon. Alex, ouais. Vas-y, Alors, Alex. pour l'instant, on fait que du gratuit. Alors, on a testé en faisant des webinaires gratuits cet été et on switch en format VOD. Donc, on a fait des webinaires de 2 heures et là, on fait un format VOD. On utilise la plateforme Podia, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et en gros, on l'a pricé à 39 €, mais on fait des coupons de gratuité pour l'avoir gratuite. Donc, ça aussi, c'est un incentive supplémentaire pour avoir plus de monde. En gros, c'est aussi un peu pour le lancement. Et en ce moment, il y a le confinement et donc les gens ont, entre guillemets, un peu plus de temps, sont un peu plus bloqués. Bah, c'est pour les pousser au moins à faire une vidéo, voir s'ils aiment, et puis après passer aux autres thématiques qu'on va mettre au fur et à mesure, quoi. Ok. Je pense qu'il y a un levier d'acquisition que vous pouvez utiliser. C'est trouver des groupes de promo Facebook, rentrer dedans, ou aller sur LinkedIn directement sur des écoles d'ostéo. Si vous avez des groupes de promo ou des écoles d'ostéo, vous scrapez nom, prénom et vous reconstituez des adresses, vous testez les adresses et après vous envoyez un petit mail du style ben voilà, quand tu auras fini tes études, les galères qui t'attendent, c'est ça, ça, ça. Et on te fait une petite vidéo rapide pour résoudre tel problème. Et du coup, tu vas avoir des gens qui vont dire ah bah tiens, c'est vrai qu'à l'école, on ne nous en parle pas, qui comprennent le problème et qui vont venir sur ta VOD et que tu vas pouvoir travailler sur le plus long terme après, une fois qu'ils ont regardé le premier épisode. Ouais. Je pense que sur LinkedIn, les automatisations, c'est assez simple. Ouais, justement, j'allais te poser la question. Ouais. Vous connaissez des outils un peu pour automatiser ce type de recherche? J'avoue que j'ai passé pas mal de temps cet après-midi justement sur Facebook à faire des recherches par rapport à ça, justement, exactement ce que tu disais, à trouver les groupes BDE, les trucs comme ça. Mais je me demandais s'il y avait des outils. Phantom Buster, ok. Ouais, Phantom Buster, c'est ouf. Décidément, il fait à l'unanimité celui-là. Phantom Buster, c'est ouf pour le scrapping. Par contre, après, pour tout ce qui va être outreach, c'est beaucoup mieux d'utiliser Prospectine. Prospectine, c'est vraiment genre un outil qui permet de faire de l'automatisation, créer des scénarios, créer pas mal de workflows directement sur LinkedIn et ça te permet de faire vraiment du très, très lourd. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Il y a aussi un petit hack sur LinkedIn. En gros, tu peux aller, il y a un outil qui n'est jamais utilisé sur LinkedIn, ça s'appelle LinkedIn Alumni. Et donc, en fait, faut être membre de l'école pour pouvoir y avoir accès, mais il suffit juste de changer sur ton profil que tu as fait l'ESO, l'École supérieure d'ostéopathie de Paris. Ouais. Tu te fais LinkedIn Alumni, tu regardes toutes les promotions et tu regardes ceux qui ont été diplômés. Et là, tu arrives et tu peux directement tu peux les scraper, les contacter et tu récupères la liste de toutes les personnes qui sont diplômées de ces écoles-là. Donc, le premier truc que tu as à faire, c'est récupérer la liste des écoles d'ostéopathie de France. Ensuite, tu changes ton profil LinkedIn en ostéopathe dans chacune de ces écoles-là. Ouais, c'est un bon plan, ça. Ah, bon point. C'est quoi le premier outil que tu as dit, Prospectine? Ouais, Prospectine, c'est pas mal. Tu as une version gratuite, donc si tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'actions, tu peux l'avoir en version gratuite. Et la version payante coûte 9 balles. Enfin, le minimum, c'est 9 balles. Et franchement, tu as déjà tellement de fonctionnalités, c'est vraiment, vraiment fou. Éventuellement, même si vous avez besoin de petits conseils en plus sur Prospectine, n'hésitez pas éventuellement à rentrer en contact avec moi derrière. Cool. Perso, moi, j'utilise tous les jours pour le taf, faire de l'acquisition sur LinkedIn. C'est genre ma spécialité. Est-ce que vous avez analysé un peu ce que votre cible recherche sur Google quand elle cherche des solutions comme ça? Non, on n'a pas utilisé Google. Bon, on a quand même passé pas mal de temps à interviewer des ostéos étudiants ou installés. Donc, en termes de besoins et de problématiques, on sait plus ou moins, enfin, on sait plutôt pas mal ce qu'ils recherchent. Pardon, ils cherchent quoi alors? C'est un peu ce que disait Pablo en fait. Alors, si je prends l'exemple d'un étudiant en 5e année, il va devoir justement switcher entre être un ostéopathe et être un professionnel libéral. Donc, il va se poser plein de questions sur son installation. Donc, une question type, c'est par exemple, quel statut juridique je vais choisir. Ouais.
Donc ça, c'est une problématique très définie. Un autre exemple, c'est où est-ce que je vais m'installer. Alors, excusez-moi, j'ai juste des enfants à côté. Et vous avez des concurrents qui font des choses similaires ou pas? Sur le logiciel, ouais. Et je sais pas si Alex on t'entend, ouais. Sur le logiciel, ouais, il y a quelques concurrents sur des sujets assez chauds. Mais sur les formations, en tout cas spécifiques aux ostéos, assez peu en fait. Globalement, ce qu'il y a, c'est des comptables qui vont leur faire des trucs, mais qui vont faire des trucs pas du tout spécifiques ostéo, alors que finalement, ce qu'ils ont à faire, c'est pas si compliqué. L'administration et puis le choix du système juridique, qu'est-ce que tu veux être, entreprise individuelle, micro-entreprise, régime réel et compagnie. Quand tu connais rien, c'est ultra galère. Mais finalement, pour eux, comme c'est un cas assez simple avec quelques entrées, quelques sorties, il suffit juste qu'on leur dise, voilà, choisis en fonction de ces 3 critères et on te donne des critères pour choisir, quoi. On leur a fait un simulateur, des choses comme ça, si tu veux. Pour rajouter quelque chose, pour rebondir sur ce que vous avez dit, j'avais avec le Launchpad HEC monté une boîte justement dans le même délire, enfin pas le même délire, mais on va dire que c'était à peu près nos mêmes clients, c'est-à-dire que nous c'était les radiologues et les chirurgiens, donc assez fermés de manière générale. Et en fait, on avait vachement demandé comment ils interagissaient entre eux, puisque justement on avait du mal à aller toucher ces gens-là. Ce qu'on entendait de manière générale, c'était le bouche à oreille. Alors je sais pas si c'est pareil chez les ostéos. Je sais qu'entre praticiens, ils étaient vachement dans une bulle très très fermée finalement, donc assez dur à choper. Mais voilà. Non, ouais, c'est un bon point. Le bouche à oreille, c'est super important. En fait, c'est sur ça qu'ils se basent en fait pour tout ce qui est toutes les décisions qu'ils vont prendre, le type de logiciel qu'ils choisissent, les formations post-grad qu'ils vont choisir. Donc ouais, on va essayer de stimuler un peu ça aussi. On va essayer de lancer un programme d'ambassadeur par rapport à ça. Et on a aussi un contrat avec le syndicat étudiant en ostéopathie. Donc, c'est des canaux aussi qu'on va explorer, quoi. Mais on essaye de voir un peu les trucs un peu… comme tu disais sur LinkedIn, par exemple, c'est une super idée, quoi. On n'y avait pas du tout pensé. Et c'est un très bon point, quoi, pour toucher les gens. Moi, j'avais 2 points en plus. C'est un peu de temps. Le premier, c'était que si vous avez du contenu, des parties de votre formation qui sont très recherchées, les mettre sur YouTube pour pouvoir bénéficier de l'algorithme sur de la croissance organique ou de la search, en sachant que YouTube est bien positionné en SEO. Et le deuxième, c'est qu'il y a des annuaires, et souvent, sur des professions comme ça, il y a des annuaires. Donc avec Phantom Busters, vous pouvez choper sur Google Maps, mais sinon des annuaires pro. Et les scraper, ça peut être pas mal pour après les prospecter par mail. Un truc assez pratique, c'est si vous avez un annuaire, vous essayez de choper le sitemap, donc sitemap.xml, et ça va vous permettre d'avoir toutes les pages de tous les praticiens dont ils ont besoin de ça pour se faire référencer par Google. Et du coup, si vous chopez le sitemap, après, vous pouvez les scraper beaucoup plus rapidement. Et vous pouvez faire un scrapper. Moi, j'avais fait ça pour des avocats, et ça tourne la nuit, et tu prends 15 000 mails le lendemain matin. Si jamais… Regardez de ce côté. Ouais, désolé Gauthier, pour conclure. Si jamais vous avez besoin… Alors, je ne sais pas si tu peux les trouver sur Page Jaune, tes ostéos, j'en ai aucune idée. Mais si jamais c'est le cas, je sais que Phantom Buster, ils font Page Jaune, mais version États-Unis et pas encore français. N'hésite pas à m'envoyer un MP, moi j'ai un scrapper pour Page Jaune. Bon, cool. Mais ça fait le taf. Donc, Et pour Doctolib, vous savez s'il y a des trucs qui existent aussi ou… Il y a pas mal de stéos sur Doctolib aussi. Sur Page Jaune, justement, et sur Doctolib. C'est les deux. Tu peux le dev, hein. Mais sinon, je le dev, ouais. Mais s'il y a un truc qui existe déjà, bon, on a pas mal de trucs à faire. Mais sinon, regarde, tu as des outils no-code ou low-code comme Dataminer, que moi j'utilise souvent. C'est juste, en fait, tu cliques et tu lui montres à l'outil comment faire pour changer de page en page et quelle data il doit prendre. Ok, cool. Phantom Busters aussi, il scrape les sites. Et si tu prends un sitemap et que tu le mets dans une feuille Excel, tu peux scraper avec Phantom Busters et des regex. C'est bien ça. Ok, je regarderai ça. Et tout dépend derrière, tu dois récupérer quel type de data? Juste des mails? Ouais, des mails app.
C'est là où on dit, au début, on aimerait vraiment commencer plus par le bouche-à-oreille parce que comme on est plus sur un truc, on veut créer une communauté, etc. Et qui sont pas mal spammés. Si on arrive à passer un peu par le bouche-à-oreille, c'est beaucoup plus puissant. Ah ouais. Donc, c'est toujours la même question, mais ces autres outils, on va les utiliser si le bouche-à-oreille ne suffit pas, quoi, histoire d'aller plus vite. C'est des milieux très archaïques, hein, ils sont assez refermés aux nouvelles technologies en manière générale. Donc, c'est vrai que le bouche-à-oreille peut pas mal débloquer de choses. Après, sur mon expérience, en tout cas. En tout cas, ne les spammez pas avec des mails, mais à la limite, si vous arrivez à récolter des bases de données, vous pouvez essayer au moins de faire du lookalike sur des ads. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir utiliser ces bases de données sans passer par les mails directement. C'est une bonne idée, ouais. Et si vous spammez avec des mails, spammez avec un Gmail. Ça délivre très très bien. Ouais. Okay. Merci en tout cas pour les commentaires. On va peut-être passer la main à quelqu'un parce que… Ouais, moi, je suis chaud. C'est plus pour parler technique que pour parler de mon projet, finalement. Tu as parlé tout à l'heure de voler du trafic à des concurrents. Ouais. Moi, j'ai 2 techniques que je suis en train de mettre en place qui marchent pas trop mal. La première, c'est en fait carrément créer des landing pages avec le nom de ton concurrent et dire pourquoi ta solution est mieux. Okay. Et ça, à la limite, tu fais de l'AdWords dessus ou tu essayes de ranker en premier, ça commence à avancer. Et après, ensuite, c'est de l'analyse de mots-clés SEO. Nous, on s'en est rendu compte sur l'ancien projet. Là, c'est marrant. Paul et moi, on bossait sur le même projet quand il disait qu'on a pivoté et changé. Et en fait, c'est 3 mois plus tard que notre SEO s'est mis à marcher et que là, ça apporte du lead de fou furieux alors qu'on a arrêté le projet. Fait chier. Donc, ça nous fait bien rire. Et c'est des mots-clés, genre des noms de concurrents avec quelques mots-clés et on est nous dessus. Et donc, on se dit qu'on va faire pareil sur notre boîte actuelle. Et donc, ce que je fais, c'est que j'utilise Nail Patel. Là, je ne sais pas si vous connaissez Bursuggest. Je mets les sites web de mes concurrents et ça me sort tous les mots-clés en SEO sur lesquels eux, ils sont bien référencés et qui marchent. Donc, moi, je vais faire du contenu sur mon blog sur tous ces mots-clés et tout ça. Est-ce que toi, tu aurais d'autres techniques pour aller choper du trafic? Ouais, en gros, tu peux aller. Je ne sais pas si tu connais SEMrush. Ouais, de nom, mais je n'ai jamais utilisé. C'est un outil très très complet, c'est un des meilleurs sur le marché. Bon, il coûte un peu cher, mais après, tu peux avoir une version des. Non, je crois que tu as une version d'essai qui est gratos. Tu peux aller récupérer un peu d'infos. Exporter les backlinks en display sur des sites qui leur amènent du trafic ou justement, imaginons que tu vois qu'au final, ils tirent la majorité de leur trafic sur Medium, tu vas te dire, tiens, je vais commencer à écrire des articles sur Medium sur le même sujet et essayer d'être mieux référencé dessus. Pareil, tu vois, alors moi, dans un des cas, nous, un de nos gros concurrents, c'est Germinal, forcément en France. Et du coup, qu'est-ce que j'ai regardé avec les SEMrush? Je vois qu'ils tirent 80% de leur trafic de LinkedIn. Qu'est-ce qui leur amène du trafic sur LinkedIn? Grégoire Gambato qui fait je ne sais pas combien de posts. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les posts où il parle de gros hacking, où il parle de son livre de gros hacking, de ses formations, je vais scraper tous les gens qui commentent, qui ont donc montré un intérêt sur sa formation. Et derrière, moi, je vais les ajouter dans Prospecting, je vais les recontacter, les inviter à des webinars, leur donner du contenu, vu que je publie assez régulièrement. Hein, ils vont finir par avoir grosse tribe, un webinar, une ressource. Et hop, après, derrière, ils prennent un cours chez nous. Donc, en fait, en fonction de la source de trafic, une fois que tu as réussi à identifier le trafic qui vient en amont du site, tu peux trouver toutes sortes de techniques pour aller leur voler du trafic quasiment gratuitement dans la majorité des cas. Et surtout, tu récupères du trafic directement qualifié. Donc, un, tu évites que tes concurrents s'enrichissent. Deux, tu t'enrichis à leur place et ils te mâchent le travail. Moi, Grégoire Gambato, Benoît Dubose, tous ceux qui sont influenceurs growth sur l'écosystème français, moi, je me sers dans leur post LinkedIn de lead generation à 800, 900 commentaires. Et SEMrush, ça automatise ça? Non, SEMrush, en fait, SEMrush, tu vas pouvoir voir les sources quels sont les sites qui arrivent le plus de trafic. Et en fonction de ça, toi, tu mets les actions adéquates, tu vois. Nous, on avait un exemple de Framer, c'est une application de wireframing qui a pour gros concurrent aux States, comment ça s'appelle, Sketch. Et ils sont partis grâce à SimilarWeb, qui est aussi un outil, donc je vais vous passer si vous voulez. Okay. SimilarWeb, c'est pareil, tu peux analyser le trafic en amont et le trafic en aval. Et donc, du coup, tu sais quels sont les 4 ou 5 sites principaux qui ramènent du trafic et quels sont les sites de destination. Et après, tu vas trouver, après à toi de trouver la faille qui te permet d'aller récupérer ça et de tirer ça à ton avantage. Bursuggest le fait aussi pas mal, je trouve. Ouais, voilà, je vous le conseille si jamais. Il est sympa. C'est le lien que j'ai envoyé dans la conversation si quelqu'un veut voir. Ok, donc en gros, c'est surtout analyser d'où vient le trafic des autres pour te mettre dessus, quoi. Et après, chaque source, tu dois mettre une campagne différente.
C'est ça. Ou c'est ça, bah, ça tu peux faire ça, tu peux faire ça aussi avec des YouTube ads. Si par exemple tu sais que ta cible regarde majoritairement tel type de contenu, tu vas exporter pas mal de liens, de vidéos qui sont qui sont hyper connus. Par exemple, pour le côté influenceur, euh, là c'était Paul, du coup avec ton appli pour les influenceurs. Derrière, tu peux aller targeter toutes les vidéos des chaînes de Squeezie, enfin tous les influenceurs au moins qui sont sur YouTube et tu peux mettre un spot de pub en pré-roll de 5 secondes pour parler de ton appli. Et là, direct. On peut faire des trucs très ciblés, dire si c'est Squeezie, on met une pub de Squeezie sur là. Tu peux. En fait, tu diffuses du contenu que tu veux. Ça, non Tu diffuses du contenu où tu veux, quand tu veux. Avec le Google Display, notamment sur la partie YouTube, vu que c'est le même écosystème, tu peux directement aller checker les vidéos. Tu dis, bah, tiens, telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, je veux que ma pub apparaisse en amont. Ok, j'aime bien, merci. C'est assez puissant. Donc, en fait, c'est ça, c'est aussi penser un peu différemment que les canaux d'acquisition de base que tout le monde utilise et essayer de trouver un moyen d'aller chercher des clients à moindre coût. Enfin, faire ce que ne fait pas la concurrence. Envoyer des lettres, des fax. C'est ça. On a un de nos étudiants qui, pour prendre des rendez-vous avec ses clients, maintenant, il leur envoie des lettres, mais genre avec un petit échantillon de parfum parce que il vend des huiles essentielles. Et du coup, il vend ça, il met un petit peu d'huile essentielle sur les cartes, les gens ils reçoivent ça, ils sont hyper contents, ça change carrément de ce qui se passe d'habitude, et du coup, les gens sont séduits, ils prennent un rendez-vous, ils achètent des trucs. Donc en fait, il faut vraiment penser un peu différemment et surtout penser à vos personas. Une fois que vous avez identifié vos personas, regardez ce qu'ils font du matin jusqu'au soir pendant toute une journée et quels sont les points de contact que les gens ne pensent pas. Ça, nous, de ce qu'on a fait, en gros, on développe une SaaS Management Platform. On aide des boîtes de plus de 300 personnes à gérer l'ensemble de leur abonnement SaaS avec une analyse sur les usages, les dépenses, les accès et création de workflows d'onboarding et offboarding, en gros. Donc, en fait, on parle à des IT managers et des mecs qui sont calés en tech et en business. Donc, super intéressant comme persona, nous, à qui parler. Et tous les mois, en fait, on va faire un projet un peu con pour les faire marrer. Et, par exemple, hier, on a sorti un jeu. C'est une espèce de quiz sur la connaissance des SaaS. Et ça nous a eu plein de choses. C'est qu'en fait, c'est une super excuse pour les recontacter et leur dire, tenez, on a sorti ça, dis-nous ce que tu en penses. Donc, finalement, on garde la conversation ouverte avec eux pendant le processus de vente. On a eu un trafic quand même énorme sur le site par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est référencé sur Product Hunt parce que chaque petit projet, on va le mettre sur Product Hunt. Donc, backlink de plus. Et derrière, ça nous fait marcher notre SEO, mais vite, quoi. Vous avez carrément raison. Et juste petite question, sur les boîtes en SaaS, est-ce que tu as pu identifier justement, par exemple, une sorte de technologie qu'ils utilisent sur leur site web quasiment de manière systématique pour que tu puisses trouver de nouveaux clients? Pas encore. C'est le genre de choses qu'on est en train d'essayer d'établir là. Ok. Justement, si jamais une bonne idée là. Si jamais tu arrives à identifier ça, j'ai un outil qui est hyper ouf là-dessus. Ça s'appelle Prospect With. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En gros, tu peux faire des recherches sur les entreprises en fonction des technologies qu'elles utilisent ou n'utilisent pas. Donc, en fait, s'il y en a, par exemple, pour nous, c'est hyper intéressant. Tous ceux qui n'utilisent pas Hotjar, Amplitude ou Mixpanel, qui sont des outils pour aller récupérer soit de l'analyse de cohortes, mais beaucoup plus user-centric, ou des outils pour récupérer de la donnée qualitative avec des enregistrements d'écran. On sait que toutes les boîtes qui n'utilisent pas ces logiciels-là ne sont pas sensibilisés aux grosses et donc du coup ne font pas de gros hacking chez eux. Ou du moins, ils le font que top of the funnel. Donc derrière, on sait que c'est une opportunité et on va pouvoir aller targeter ces personnes-là. Et donc Prospect With, c'est un outil où tu dis, bah, tiens, je veux toutes les entreprises qui ont au moins tant de salariés, qui font tel chiffre d'affaires et qui utilisent ou n'utilisent pas telle technologie. Et derrière, tu as une liste qui sort et tu peux aller t'amuser avec. Ah, super, c'est marrant ça. Ça, c'est vraiment pas mal pour aller justement espionner un peu la concurrence et voir, enfin, la concurrence ou ses clients, voir un peu ce qu'ils utilisent. Et derrière, tu peux optimiser tes angles d'approche. Tiens, j'ai vu que vous utilisez tel outil, c'est très bien. Est-ce que vous ne voulez pas le coupler avec un nouveau truc? Enfin, après. Ouais, c'est fort. Ouais. Et il y a un truc avec l'analyse que j'avais trouvé très bien aussi, c'était leur capacité à. Tu as une photo avec un trou pour mettre en photo la page d'écran, la page d'accueil de tes prospects. Et en fait, dès que le mec ouvre ton mail, il a son site à lui qui est invisible sur ta photo. Ça marche assez bien au niveau de l'œil. Ah, ça, c'est pas mal. Voilà. Je ne sais pas si tu as une question. Ouais, moi, c'est bon pour ma question. Merci. Trop cool. Quelqu'un d'autre veut participer? Est-ce que, ouais, un autre projet peut-être? Alex, Clément? Ouais, je peux. Clément? AgroLeague? Vas-y, Alex. Moi, j'ai envie de savoir ce que tu fais. Du coup, moi, je travaille depuis 2 semaines
pour une boîte qui s'appelle AgroLeague. L'objectif, c'est d'aider les agriculteurs à mieux cultiver et de faire avoir des cultures qui utilisent moins de produits chimiques et de pesticides, qui sortent de meilleurs légumes, de légumes de meilleure qualité pour augmenter les marges des agriculteurs. Et voilà, grosso modo. Et en ce moment, on fait pas mal d'acquisitions sur les agriculteurs et on fait de la pub. Enfin, moi, je suis dev, du coup, je maîtrise pas tous les éléments, mais on a à peu près un tiers du trafic qui vient de pub Facebook, un tiers du trafic qui vient d'un blog qui était Substack et qui est passé en Webflow natif maintenant. Et le reste, c'est des articles et du SEO, je crois, à peu près. Et du coup, je sais pas si des gens ont des idées pour aller targeter des agriculteurs, en sachant que c'est un milieu qui est assez technophobe. Donc, il faut des moyens assez faciles pour les targeter. Donc, mets le téléphone et qu'il y a des gens qui n'ont pas été du tout digitalisés. Parce que, enfin, il y en a, ils sont arrivés sur la ferme en 90 et ils sont restés à la ferme depuis 90. Et c'est quoi les cartes postales? Enfin, les cartes postales, les lettres postales. Les lettres. Bah, le truc, c'est comment tu trouves les adresses déjà de ces personnes-là. Et j'avais fait un test, mais qui n'était pas ultra concluant, qui était de prendre la base INSEE. Ouais. Je ne sais pas si des gens l'ont déjà exploité, mais c'est un peu compliqué à exploiter, j'ai l'impression. Elle est un peu vide. Elle fait 5 gigas, mais elle est vide. J'ai une question. Tu travailles pas avec Sarah Blanc? Si, elle est sur Grosse Tribe. Non, elle n'est Excuse-moi. pas Elle cliente. travaille aussi chez. Ouais, c'est ça. Et du coup, AgroLeague, ça disait grave quelque chose. Et je me disais, mais attends, j'ai déjà eu cette problématique, etc. Donc, ouais, ça me parle. Si, si. Du coup, très bonne question. Bon, on bosse, on bosse avec elle. Donc, Ok. pour l'instant, je ne sais pas si on a trouvé la réponse à ces questions. Mais ouais, je me disais bien que la problématique me semblait familière. Et Toi, sur si t'as société.com, des heures sup à faire. T'inquiète, j'ai déjà Goran qui est dessus, qui s'occupe de la coacher. et sur Teaser, tu vois. société.com, tu peux pas identifier des sociétés agricoles? J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas vu le filtre par activité société.com. Et vous avez commencé à, je sais pas, tu dois quand même avoir beaucoup de rassemblements, d'associations, de choses comme ça par lesquelles passer, quoi. Ouais, on a des associations avec lesquelles on essaye de rentrer en contact. Après, c'est plus ou moins tendu parce que la géopolitique agricole, quelque chose de, de Ouais, bien bah ouais. solide. Donc, il y a ça. Et après, on essaye de faire ça ou on essaye de faire venir un peu des influenceurs agricoles. Mais c'est un travail enfin, de tous les jours, en fait. Genre, tu dois aller prospecter chaque influenceur à la main et entretenir ton lead à la main. Ah C'est bah, compliqué c'est compliqué de faire plus technophobe comme. ouais, de scale up. Je pense qu'ils sont plus technophobes que les médecins. Et tu connais, Alex, des boîtes qui ont un accès direct à ta cible et avec lesquelles tu pourrais éventuellement faire un partenariat? La ruche qui dit oui. Ouais, bah du coup, on est en train de parler avec la ruche qui dit oui et avec une autre boîte du même style. Ouais, Sarah a fait quand même de l'excellent travail. Du coup, il y a beaucoup de trucs qu'elle teste. Et ça, pareil, c'est des trucs qui sont un peu plus dans le temps. On a un truc comme l'équivalent de la ruche qui dit oui, mais si vous avez des idées en plus, bah, envoyez-moi les noms et je retransmettrai. Parce que du coup, si vous arrivez effectivement à trouver un intérêt commun, mais que eux, ils ont accès à ta cible, c'est bénéf pour tout le monde, quoi. Ouais, de faire. Et Faudrait qu'on trouve. Faudrait qu'on vous, trouve. Oui, ça a quand même un intérêt écologique aussi. Ouais, Et par les pouvoirs publics, vous avez déjà essayé une borne d'entrée par là? je crois que les pouvoirs publics, on les a pas encore targetés. Parce que si tu dis, moi je te Euh, réduis 30% la pollution de tes sols en 3 ans, il y a un mec qui va t'écouter, je pense, au bout d'un moment. c'est vrai on pourrait peut-être. Et ça, c'est en plus scalable en soi. Mm. Ouais, je note. Ouais. Je pensais à un truc. Du coup, votre cible, elle est forcément un peu, généralement, quand même assez âgée, qui ne va pas forcément utiliser du Google, parce que justement, ils sont un peu
techophobe. Donc, à la limite, ce que tu peux faire, c'est essayer les Bing Ads. Donc, du coup, les ads qui vont être diffusés sur le moteur de recherche Bing, mais aussi sur Lilo.org, sur Ecosia. Donc, tous les moteurs de recherche un peu alternatifs où les gens, ils n'ont pas envie de passer par Google et se faire traquer. Donc, ils sont toujours traqués, mais ils ont moins l'impression que ce soit le cas. Donc, à la limite, tu pourrais aussi essayer de tester ces autres canaux d'acquisition qui peuvent bien marcher, notamment sur les cibles qui sont plus seniors. Ouais. Ça, vraiment, c'est trop bien. C'était un prof qui me l'avait enseigné. En fait, il avait remarqué que la moitié de ses clients, c'est des vieux. Et en fait, les Google Ads devenaient de plus en plus grosses. Et il a compris qu'il avait un tiers de son trafic qui venait de Yahoo. C'était des mecs qui ne savaient même pas comment changer leur moteur de recherche, quoi. Ok. Et en fait, il s'est mis à faire un ROI beaucoup plus important sur les Yahoo Ads que sur des Google Ads. Ok, stylé. J'ai noté. On sera bientôt les rois de l'agriculture sur Bing. Non, et juste petite parenthèse, hein, en fait, je pense que ça vaut vraiment pour tout le monde. Centralisez-vous vraiment sur vos personas, essayez de voir un petit peu quel âge ils ont, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, quels sont leurs lieux offline, online. Essayez vraiment de chercher vraiment tout ça. Vous allez trouver beaucoup plus d'insights que si vous avez juste vos suppositions. Allez vraiment leur poser des questions, allez vraiment vous intéresser à eux. Par exemple, on a eu un exemple qui moi, est frappant. Bon, je ne vous recommande pas de le faire, mais on a une boîte, c'est une boîte qui fait de la mise en relation entre étudiants diplômés et étudiants qui sont genre en première ou deuxième année, majoritairement aux US. Et ils ont remarqué que leur persona, à 80% de leurs clients, c'était des frat boys de grosses fraternités américaines qui font du football américain, qui boivent de la bière et qui font la fête tout le temps. Ils se sont dit comment on va pouvoir les toucher différemment que tous ceux qui les targetent via Facebook, via les Tinder Ads, via tous les canaux d'acquisition les plus communs. Ils sont partis faire de la pub sur Pornhub Ads. Parce qu'ils se sont dit, ces 80 personnes, là, ces 80%, ils vont forcément regarder des films porno et donc ils vont forcément aller sur ces plateformes-là. Sauf que Pornhub, c'est comme Google, ils ont un réseau de display derrière à diffuser sur toutes les plateformes. Et du coup, ils ont divisé leur coût d'acquisition par 17 en passant par des Pornhub Ads. Donc en fait, Moins user-friendly. C'est ça. Donc, je ne vous dis pas d'aller sur Pornhub, mais chercher et vraiment explorer ce qu'on connaît tous, parce que là, les canaux d'acquisition actuels, ils sont beaucoup trop saturés. Tout le monde fait de la compétition dessus, acheter les mêmes mots-clés, acheter les mêmes trucs, et du coup, tu te bats avec tous les marketeurs du monde qui font tous la même chose. Alors que si tu arrives et que tu penses un peu différemment et que tu vas chercher des trucs un peu plus sneaky, ça marche. Enfin, du moins, quand ça marche, ça fait du bien. Ok. Et du coup, Romain, c'est sûr que moi je suis d'accord avec toi, il faut partir de son persona pour ensuite identifier les meilleurs canaux et les meilleures manières d'approcher tes prospects. Mais est-ce que tu as une méthodologie vraiment efficace et un peu universelle à appliquer pour vraiment identifier tes personas de manière vraiment. C'est quoi le procédé? C'est un peu large comme question. Ouais. Ça des insights. Déjà, il faut identifier si ta cible va vraiment être celle qui va acheter ton produit et qui va le consommer, parce que tu vas avoir les buyers persona, les users persona. Donc déjà, tu vas avoir ces deux choses à distinguer. Parfois, tu vas cibler les enfants, mais c'est les parents qui vont acheter. Donc, c'est les parents que tu dois convaincre. Ou au contraire, tu dois convaincre les enfants pour que les enfants arrivent à convaincre leurs parents. Donc après, ça va dépendre vraiment du service ou du produit que tu proposes. Qui c'est qui va acheter au final et qui c'est qui va l'utiliser. Ça, c'est hyper important. Deux, quand tu fais de la recherche sur tes personas, tu vas forcément... Déjà, tu as forcément à peu près une idée de qui va être ta cible en fonction de ton produit. Tu sais que ça va être plutôt moins des jeunes, etc. Une fois que tu as identifié ça, tu vas essayer d'aller identifier un peu leurs habitudes. Donc, imaginons sur un centre d'intérêt, tu vas utiliser Facebook Audience Insights et tu vas aller regarder, par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait, hein, intérêt gros hacking. Tu vois que la majorité, c'est du 25 à 40 ans. C'est là où il y a les plus gros centres d'intérêt. Quelles sont les pages les plus suivies? Quels sont les mouvements politiques? Quels sont les sites e-commerce sur lesquels ils font le plus d'achats? Tu as vraiment tout qui est listé. Tu as à peu près une quarantaine de données démographiques dessus, ce qui est hyper intéressant. Tu vois aussi en général les postes qui sont occupés, les secteurs dans lesquels ils sont. Et une fois que tu as récupéré ces données qui sont démographiques, tu vas pouvoir aller chercher éventuellement du coup des données qui sont plus psychographiques. C'est là que tu vas vraiment pouvoir différencier différents individus. Parce qu'on fait un test pendant les cours, on donne des informations, donc une personne qui est née en Angleterre en 1948, qui vit dans un château, etc. Les gens vont se dire, ok, c'est le prince Charles. Sauf que ça pourrait aussi être Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, grosse star de hard rock. Donc en fait, c'est données démographiques, tu as plein de gens qui vont se ressembler. Par contre, sur les psychographiques, ça va être complètement différent et c'est là qu'il faut jouer. Donc il y a plusieurs façons d'aller récolter de la donnée psychographique. Donc si on n'est pas super fort, on peut faire un test de personnalité, mais ça peut être long. Si tu veux le faire de manière plutôt indirecte et d'aller récolter de la donnée comme ça, tu as deux moyens.
Un, c'est d'aller identifier donc, des profils. Imaginons, tu te dis, bah, tiens, moi, ma cible, c'est des content marketeurs. Donc, tu vas aller sur LinkedIn, tu vas aller chercher 10 profils de content marketeurs un peu différents, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Et tu vas utiliser un outil qui s'appelle Crystal Nose. Je vais vous l'envoyer. Crystal Nose, c'est un outil qui, en gros, analyse la personnalité des personnes en fonction de leur activité, plus ou moins sur LinkedIn. Et même les gens qui sont peu actifs, on a quand même un degré de précision qui est incroyablement puissant. Et donc, en utilisant ça, tu vas récupérer énormément de données sur comment s'adresser à la personne. Si la personne est plutôt quelqu'un de dynamique, elle aime bien prendre la parole en public, ou au contraire, elle est plutôt réservée, il faut lui parler de manière calme, faut d'abord la rassurer avant de lui proposer quelque chose. Et ça va donner énormément d'informations sur ces personnes-là. Essayez-le sur vous, vous allez voir, c'est flippant. Mais genre flippant à un point où tu te dis, c'est exactement moi, même c'est un peu trop moi. Donc, Tu as dit le nom? je vous l'envoie. Ça s'appelle Crystal Nose. Et ça, on le teste sur LinkedIn, sur notre Ouais. profil. Ça, vous le testez sur LinkedIn, vous allez péter un câble. Donc ça, c'est déjà un des moyens de pouvoir récolter de la donnée psychographique. Et ça, ce que vous allez faire après, c'est que vous n'allez pas vous baser sur un seul résultat, mais vous allez vous regarder sur les 5-6 profils que vous aurez scannés. Vous allez voir quels sont les traits communs de ces personnes-là. Quels sont les gros points qui sont les plus similaires. Et derrière, vous allez pouvoir insister plus sur des communications qui sont plutôt joyeuses ou des communications plutôt sérieuses, straight to the point, qui sont efficaces. Mon offre, c'est ça, c'est composé de ça. Si tu prends mon service, tu auras ça, ça, ça. Et d'autres, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus friendly. Donc, en fait, ça va permettre de connaître vraiment ton persona, mais de manière de savoir comment elle se comporte. Donc, ça aide vraiment. C'est un peu une sorte de technologie qui aurait pu être utilisée par Cambridge Analytica quand ils ont fait leur truc sur les élections américaines, puisqu'ils avaient un outil très performant. Et Crystal Nose, c'est assez performant à ce point-là. Donc ça, c'est une des solutions. Deuxième solution, vous pouvez utiliser IBM. Alors, je retrouve le nom, mais en gros, c'est un outil qui vous permet d'aller analyser la personnalité d'une personne en fonction d'un texte qu'elle aura écrit ou dit. Donc, vous pouvez enregistrer éventuellement une conversation vocale. Bien évidemment, ne faites pas à l'insu de la personne. Dites-lui, est-ce que je peux enregistrer ce rendez-vous téléphonique pour récolter la donnée qualitative derrière. Généralement, ils vont te dire OK. Si jamais ils te disent non, bah, tant pis. Mais avec cet outil-là, tu vas pouvoir faire de la transcription et en fonction de l'articulation des phrases, etc., ils vont donner aussi la personnalité d'une personne. Et ça, justement, ça vous permet, soit si vous avez un rendez-vous client, d'aller récolter directement la data qualitative sur vos clients, éventuellement sur vos power users, ceux qui utilisent le mieux votre service, et derrière, mieux comprendre comment attirer de nouveaux power users, et ainsi de suite. Donc, je vous envoie les outils rapidement. Donc, le dernier outil dont tu as parlé, là, ça analyse genre, la conversation vocale, ça fait un transcrit et après, ça te donne les données. Non. Alors, psychographiques. En gros, l'outil, il permet juste en fonction, une fois que tu as un texte, il permet juste de transformer le texte en analyse de la personnalité de la personne qui aura écrit ce texte. Après, il y a un deuxième outil, donc je vais vous envoyer, qui s'appelle Auteur, mais ça marche que en anglais, et on en a un autre qui marche en français, qui permet justement de récolter des notes vocales et de les transcrire directement en texte. Ça vous évite de vous taper, je ne sais pas combien d'heures d'écriture. Je vous retrouve la version française, ça va être dans mon Slack. Mais hyper utile, quoi. Hyper utile pour vraiment connaître la façon dont il se comporte, la façon dont il voit les choses, quoi. C'est vraiment intéressant, il faut que j'essaye. Ouais, je vais vous envoyer ça. On dirait que c'est qu'en anglais pour l'instant. Sur Comment IBM. IBM, ça marche aussi en français. Hein. Le site est en anglais, mais ça marche aussi en français. Et je vous cherche juste le nom. Alors, attends, ça c'est pas mal. PageScreen, ça c'est un outil qui est assez cool, qui vous permet d'identifier. C'est comme Crayon.co qui vous permet aussi d'analyser les changements sur les sites web, notamment ceux de la concurrence, pour voir ce qui a été fait et voir un peu les nouveautés et vous tenir un peu au courant. Donc ça c'est PageScreen, c'est plutôt pas mal. Et je trouve plus l'outil de traduction, enfin de transcription en français. Je vais vous le retrouver, ça va arriver. Mais n'hésitez pas si vous avez éventuellement d'autres questions, d'autres choses à aborder. Je crois qu'il y a AppyScribe qui marche pas mal pour transcrire. Je connais pas cet outil. Quelqu'un veut parler de son projet avant qu'on finisse? Moi, je peux parler, je vous ai plus écouté, franchement, parce que c'est intéressant. Moi, j'y connais rien en acquisition et vous m'avez donné une idée, là, c'est cool. Moi, je venais un peu avant au SPC parce que j'avais monté une boîte à Station F, mais ça ne me convenait plus. Donc,
j'ai arrêté. Et aujourd'hui, là, je travaille depuis un an avec le fondateur de VLC. En fait, je travaille dans l'OTT pour Bing Sport, MyTF1, et je travaille sur les serveurs de cache. Je fais beaucoup de recherches. Et donc, ça fait un an que je suis en télétravail. Et pendant le confinement, je me faisais un peu chier parce que c'était chiant d'être tout seul et tout. Et j'ai une idée au début, donc c'était une idée comme ça dans mon coin. J'ai développé une plateforme dans mon coin qui s'appelle LAWN, Local Area Worker Network, et qui permet de recréer des liens sociaux en télétravail. Du coup, j'ai développé ça sans business model, sans savoir si j'aurais des clients. C'était un délire de confinement. Et en fait, quand tu t'inscris, ça va te géolocaliser, ça va t'affecter un cluster. Un cluster, c'est un chat qui regroupe tous les télétravailleurs à 1 kilomètre autour de chez toi. Donc, une fois que j'avais fini de le développer, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut bien qu'il y ait des gens sur mon chat. Et je me suis senti un peu con parce que j'avais passé un peu de temps à développer ça. Et j'ai trouvé aucun moyen de foutre des gens. Donc, je me suis acheté une imprimante sur Amazon et j'ai imprimé 2000 affiches que j'ai été affichées dans ma résidence pendant le confinement. Et les gens ont commencé à s'inscrire. Donc, cinquantaine, centaine de personnes et tout. Et je me suis rendu compte que bah, les gens, ils s'entraidaient, ils allaient se faire. Il y a même des gens qui se sont invités chez l'un chez l'autre, on parlait sur le général. Enfin, voilà, ça a créé un truc Bravo le assez cool. confinement. Les gens qui s'invitent chez Ouais. eux. J'ai Félicitations. rencontré quelqu'un dans mon immeuble que je savais même pas qu'il télétravaillait. On allait se faire des cafés ensemble. Enfin, ça crée un truc assez cool. Donc après, je me suis dit, bah, pourquoi pas le sortir dans tout le monde. Donc je me suis dit que je vais passer par une préinscription parce que je pensais que mon archi, elle n'allait pas tenir, comme on était sur Heroku. Et comme c'est des clusters, je me disais que les gens, s'ils s'inscrivaient et qu'ils créent un cluster, donc ils sont tout seuls dans leur cluster, bah, ils vont se faire chier. On leur envoie un message quand il y a des nouveaux utilisateurs, un email, mais je me suis dit, ça ne va pas le faire. Donc je me suis dit, je vais lancer une préinscription pour voir s'il y a des gens qui sont chauds. Moi, c'était un fiasco total. Je crois que la préinscription, c'est pas du tout un truc qu'il faut faire. J'ai pas eu beaucoup d'inscriptions, alors que dans ma résidence, ça continue à grandir, dans ma ville, même dans la ville d'à côté. Et donc, je me suis dit, il faut que je faut que je parte d'une localité. Donc, je me suis dit, c'est soit les prospectus qui pourraient marcher, enfin, le tractage, soit continuer à faire des affiches. Je me dis, enfin, c'est pas possible. Le tractage, ça peut être possible. Et c'est les groupes Facebook? J'ai essayé, mais en fait, souvent, ouais. Ce qui pourrait bien marcher, je pense, c'est tu mets des affiches dans des Monoprix ou des Franprix ou des trucs du genre. Parce que c'est le seul Ouais. endroit où les gens vont pendant le confinement. Ouais, je pense que ça pourrait marcher, mais en fait, moi, je suis peut-être pas du tout curieux, mais c'est le genre de truc que je vois jamais quand je vais dans un endroit. Mais Je là, à regarde côté des jamais les... bières, Ah, tu le verras ouais, peut-être plus. Et donc, en fait, là, ce week-end, j'ai une idée. Je me suis dit, bon, il y a le confinement, ça me casse les couilles de remplir mon attestation. Et j'ai créé un générateur d'attestation. Et je me suis dit, je vais faire la pub dedans. Et bon, là, je commence à avoir des inscriptions. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui utilisent ce petit outil. Mais aujourd'hui, malheur, le site du gouvernement utilise le cache. Putain, c'est des enfoirés, j'ai pas de chance. Et... Si tu veux, tu peux le faire en commande vocale. Ça marche bien. Ah, Je l'ai déjà développé. J'avais fait ça justement pour le confinement, en commande Ouais. vocale avec ton Google Home. Si ça t'intéresse, je pourrais te filer le GitHub qui te génère ça. Tu as juste à mettre un IFTTT et après, tu peux générer tes attestations en commande vocale. Ah, c'est pas mal ça. Si jamais tu le veux, je te le file. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais C'est mon premier réfléchir. GitHub, d'ailleurs. Bah, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens. Bah, là, aujourd'hui, j'ai 1000 connexions sur le site, donc ça va. J'espère que je vais avoir. J'ai pas regardé le nombre de personnes qui ont été redirigées, qui se sont potentiellement inscrites. Je n'ai pas regardé parce que ça m'a pris mal de temps. Mais justement, est-ce que je vous avez dit, j'ai pensé avec l'API de la Poste. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de. Parce que pour l'instant, je finance tout ça moi-même. J'ai un business model, mais pour l'instant, je m'en fous. C'est un délire perso. Et pour l'instant, je m'en fous de payer. Mais j'avais l'idée de cibler des petites zones. Par exemple, je me dis, bon, je vais cibler tout un quartier dans le 15e. Et là, vous m'avez fait penser, bah, je peux récupérer toutes les adresses sur Google Maps et balancer avec l'API de la Poste plein de cartes ou plein de lettres avec bah, hello, rejoignez les télétravailleurs près de chez vous. Je pense que ouais, ce qui peut être très bien pour toi, et ensuite tu ne te poseras plus de questions, c'est d'avoir une grosse commu.
enfin, bon, c'est tellement facile à dire qu'à faire, mais une fois que tu as une commu suffisamment conséquente, tu peux un peu faire ce que tu veux derrière, quoi. Et ça a été une des principautés de pas mal de grosses boîtes aujourd'hui qui sont justement des réseaux sociaux. C'est qu'initialement, elles ne cherchaient pas forcément à gagner de l'argent, mais à faire grossir leur communauté à tous les mois, à tous les prix. Notamment, par exemple, je te donne Uber, hein, qui eux se sont carrément mis en déficit sur des millions pour justement avoir accès à un monopole. Bon, je dis pas qu'il faut un monopole, mais l'idée, c'est, je pense, ouais, d'avoir au début énormément de gens et après, tu pourras faire un peu ce que tu veux derrière, quoi. À partir du moment où tu as une communauté, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais, bah, je l'ai remarqué dans ma résidence, c'est qu'après, ça allait tout seul. Il faudrait que j'ai plein de petits points chauds dans Paris et je pense qu'après. Des clusters. En vrai, rapproche-toi éventuellement genre des gardiens, des sociétés de gardiennage, disons dans les résidences d'immeubles, etc. C'est peut-être là où tu pourras justement essayer de t'implanter plus facilement. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens qui travaillent à WeWork dans une boîte qui s'appelle Bellman. Et justement, c'est des sortes, c'est des. J'arrive plus à trouver le mot, je viens de le dire il y a 2 secondes. C'est. Les gardiens. Les gardiens, voilà. Ça, ils font du gardiennage. Donc, en fait, ça peut être intéressant éventuellement peut-être de te rapprocher d'eux ou éventuellement juste de réussir à scraper leur base d'utilisateurs si tu y arrives ou seulement proposer ton service ou changer de la communication, de la visibilité. Mais au moins, eux, ils peuvent avoir une audience qui peuvent se permettre de t'étaler plus rapidement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc, tu vois, tu le remarques tout seul, c'est que tu n'as pas mis le mot dessus, c'est qu'en fait, ta communauté est référence d'elle-même à d'autres personnes. Ouais. Ça, c'est une chance énorme que tu as. Et pour moi, en fait, dès que tu as un inscrit sur ta landing version d'attente, il faut que toi, tu crées des workflows pour les pousser à eux inviter plus de monde. Alors, tu as un mail auto qui dit oh, merci, bientôt ce sera live. On est mieux quand on n'est pas tout seul. Alors, invite tous tes collègues et tes amis que tu sais qu'ils sont en télétravail aussi. Et très vite, on va être actif, quoi. Ouais. Ça peut coûter cher, mais tu peux le faire. Pardon, Arthur, je t'ai coupé. T'inquiète. Je pense que tous ceux qui s'inscrivent, finalement, c'est qu'ils ont un peu marre d'être seuls et ils connaissent forcément des collègues ou des amis qui sont eux aussi dans ce cas-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je suis chaud que tu me la donnes. Hein. C'est comment elle s'appelle? Loan. Attends, je vais le mettre. On est marre du snack random de 42 là. Et regarde l'outil Viral Loop qui est connu aussi pour faire des référencements comme ça. Alors, attends, je note aussi ça, Viral. Ouais, je pense que typiquement, tu as un projet qui pourrait très bien marcher avec ce genre de choses. Tu as un gros bouton inviter vos amis et tu le fais par message, SMS, ce que tu veux. Ok, ouais, vas-y, je vais. Mais attends, du coup, ça, j'ai pas compris. Invitez vos amis, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Mais être plus nombreux. Ah Ok, ouais, non, plus nombreux. tu marques un point. Ouais, non, tu marques un point. Bah,